Et voici encore une vidéo sur un film de Paul Verhoeven, Starship Troopers. Il me semblait logique, vu les retours que j'ai eu sur ma vidéo sur Robocop et ensuite sur ma vidéo à propos de Total Recall, de finir sans trop attendre le triptyque SF de Verhoeven, tel que je l'appelle. Car si ces histoires sont totalement indépendantes, ces films n'en sont pas moins complémentaires par les thèmes abordés et leur traitement très verhoevenien, pourrais-je dire, de la science-fiction. On peut comparer cela aux deux triptyques de Sergio Leone, qui bien qu'étant des histoires indépendantes à chaque fois, sont liés thématiquement et stylistiquement. On pourra me dire que Hollow Man est aussi un film de science-fiction, mais hélas, il est trop en retrait par rapport au film précité pour être inclus dedans. Mais avant de revenir sur cet ensemble que je trouve admirable à la fin de cette vidéo, il est bien sûr nécessaire avant tout de parler de Starship Troopers, un sujet passionnant à lui seul, et c'est donc ce que je vais faire de suite. J'attendais avec impatience le film à sa sortie. J'avais adoré les précédents films de Paul Verhoeven, la bande-annonce envoyait du lourd, et ça faisait quelque temps qu'il n'y avait pas eu un film de science-fiction aussi ambitieux au cinéma. Et on peut dire que je n'ai pas été déçu. Alors pour être franc, j'ai eu un petit doute sur le ton du film pendant le visionnage. Mais certains éléments, que je vais développer par la suite, m'ont convaincu que j'étais face à un monde dystopique satirique qui était bien sûr un prétexte pour Paul Verhoeven afin d'exposer les thèmes qui l'intéressaient, enfin lui et son scénariste Ed Neumeyer. Mais n'allons pas trop vite dans les analyses, parlons d'abord rapidement de la conception du film. Donc Starship Troopers est adapté du roman éponyme de Robert Heinlein. Enfin en anglais, car en français, il ne fut pas simplement traduit mais renommé Étoile garde à vous, qui on va le voir est plutôt un bon titre vu le ton du livre. Alors Robert Heinlein est un des écrivains de l'âge d'or de la science-fiction, mais je reviendrai plus longuement sur lui et son roman plus tard. Donc le projet Nike, car le producteur John Davison, qui fut impliqué sur Robocop, et le scénariste et créateur de ce dernier, Ed Neumeyer, voulaient retravailler ensemble. C'est Davison qui a proposé le roman à Neumeyer, qui montra son script à Paul Verhoeven dans l'espoir qu'il soit intéressé, et ce fut exactement ce qui se passa, et c'est tant mieux. Alors rapidement, un rappel sur Paul Verhoeven. C'est donc un réalisateur hollandais qui est parti continuer sa carrière aux USA, avec d'abord une suite de succès, avant de s'attirer les foudres d'Hollywood à partir de Showgirls. Pas miracle, il put quand même réaliser Starship Troopers, mais ce fut définitivement sa dernière grosse production hollywoodienne. Pour ce film, il y dirigera en premier rôle le tout jeune Casper Van Dien, accompagné entre autres de Dennis Richards, Nina Meyer ou encore Neil Patrick Harris, qui pour la plupart à l'époque n'étaient pas des acteurs connus du grand écran, à l'opposé de Michael Ironside, déjà visible dans Total Recall. Les effets spéciaux concernant l'espace et les vaisseaux furent réalisés par ILM, la célèbre société d'effets spéciaux de George Lucas, que je mentionne pour la première fois sur ma chaîne, mais certainement pas la dernière, tant elle a participé à nombre de films de science-fiction. Tandis que tout ce qui concerne les extraterrestres seront réalisés sous la supervision de Phil Tippett, d'ailleurs un ancien d'ILM. La musique, quant à elle, est signée par le talentueux Basil Paledouris. On retrouve donc pour l'essentiel des artistes de renom qui avaient déjà travaillé avec Paul Verhoeven. Voilà pour la présentation rapide de la production, il est temps maintenant de passer au résumé du film. Le film commence avec une vidéo faisant la promotion, propagande serait peut-être un meilleur terme, de l'infanterie mobile, suivie d'une vidéo d'information montrant que les parasites viennent de nous envoyer un autre météore, heureusement détruit grâce à la défense planétaire, avant de nous emmener dans le système Klendatu, source des attaques envers la Terre. Une évidence s'impose, Klendatu doit être anéanti. Et nous nous retrouvons d'ailleurs sur cette planète au cœur d'une effroyable bataille, où nous suivons un journaliste témoin du massacre des soldats par des entités extraterrestres, avant d'être finalement tué lui aussi, ainsi que son caméraman. Un an plus tôt, à Buenos Aires, dans un futur en un sens trop beau pour être vrai, nous découvrons des élèves en fin d'études qui décident de faire leur service fédéral, en grande partie influencés par les discours idéologiques de leur professeur de philosophie morale. Rien que sur ça, il y aurait beaucoup à dire, mais bon, on y revient plus tard. On suit ainsi John Rico, beau gosse et excellent sportif, mais disons pas le plus malin de sa classe, qui aux grandes dames de ses parents rejoint l'infanterie mobile, tandis que sa petite amie, la splendide Carmen Ibanez, qui a le QI au même niveau que sa beauté, devient élève pilote de vaisseaux spatiaux, tandis que Dizzy Flores, plutôt gâtée par la nature elle aussi et amoureuse de Rico qui ne cesse de les conduire, s'engage également dans l'infanterie. Pendant que Rico et Dizzy apprennent dans les épreuves physiques et morales à devenir de bons soldats d'infanterie sous la direction de l'impitoyable Sergent Zim, Carmen vit une vie de rêve parmi les pilotes de vaisseaux spatiaux, aimant tellement cette nouvelle vie qu'elle préfère rompre avec Rico à travers un message vidéo. L'entraînement continue pour tous, et plutôt dans la douleur pour Rico, qui finira fouetté pour payer une erreur qui causa la mort d'un de ses camarades. Alors qu'il s'apprête à démissionner, Buenos Aires est détruite par un astéroïde détourné par les extraterrestres, ce qui entraîne la mobilisation générale à laquelle il se joint, ses propres parents ayant été tués dans la catastrophe. Le temps de l'apprentissage est fini, nos protagonistes se retrouvent chacun à leur poste, et arrivés en orbite de la planète Klendatu, des centaines de milliers de soldats sont déversés sur une planète remplie d'adversaires redoutables, les arachnides, des pseudo-araignées géantes aperçues au début du film, qui massacrent allègrement la chair fraîche ainsi envoyée en sacrifice. C'est la débâcle, on retrouve Rico gravement blessé, faisant ainsi la jonction avec la première scène du film. Mais finalement il survit grâce à la médecine très avancée du récit. Totalement guéri, il repart au combat et se retrouve chez les francs-tireurs, une unité commandée par son ancien professeur de philosophie morale qui a repris du service actif. Suite à l'échec cuisant de l'assaut de Klendatu,
100 000 morts en 1 heure, il faut le préciser, la Fédération humaine décide alors d'une nouvelle stratégie consistant à nettoyer un à un les systèmes ennemis voisins de Klendatu, avec pour premier objectif la planète Tango-Uria. Après une bataille victorieuse où Rico devint le héros du jour, celui-ci, durant la soirée qui suit, conclut avec Dizzy, qui on sans doute bien n'attendait que cela. Et ils ont bien eu raison d'en profiter vu la suite, mais bon, n'allons pas trop vite. Le lendemain donc, toute la troupe répond à un appel de détresse d'un avant-poste, mais une fois arrivé à celui-ci, ils découvrent qu'il s'agit d'un piège des arachnides qui ont parasité le cerveau d'un soldat pour le contrôler et envoyer le message de détresse. Un amas d'arachnides s'abat alors sur l'avant-poste, et les survivants sont sauvés in extremis grâce à une navette pilotée par Carmen. Oui, les hasards bienvenus des scénarios, on va dire que ça fait partie des codes. Alors que Rico vient d'achever son chef gravement blessé à sa demande, c'est au tour de Dizzy de se faire transpercer par un arachnide. Sévèrement touchée, elle meurt dans les bras de Rico. Sérieux, Neumeyer, t'es un salaud, c'était mon personnage préféré du film, t'es vraiment pas cool. Enfin bon. À l'occasion des funérailles de Dizzy, Carmen et Rico retrouvent Carl, un ancien camarade de lycée dont les capacités intellectuelles et télépathiques lui ont permis de devenir colonel au sein du service scientifique de l'armée. Il leur explique alors qu'il semble qu'un insecte doué d'intelligence dirige tous les autres arachnides et qu'une attaque est en préparation pour le capturer. Et à cette occasion, Rico est promu lieutenant des francs-tireurs qui vont bien sûr prendre part à l'assaut. L'armada terrienne lance alors une attaque massive sur la planète P. Mais des arachnides bombardiers, pourrait-on dire, pilonnent les vaisseaux en orbite et le Starship piloté par Carmen se retrouve gravement endommagé. Et elle n'a alors pas d'autre choix que d'évacuer avec une navette de secours qui part en direction de la planète en plein milieu des échauffourées. Alors que la bataille fait rage, Rico reçoit l'appel de détresse de Carmen et se lance à son secours, la retrouvant alors qu'elle a été capturée par le cerveau recherché des arachnides. Rico parvient à faire libérer Carmen en menaçant le cerveau avec une mini-tête nucléaire qui, comprenant le danger, se sauve, laissant ses arachnides attaquer la troupe. Ayant réussi à survivre à leur poursuivant, il découvre que le cerveau a été capturé grâce à Zim, l'ancien instructeur de Rico qui a choisi d'être rétrogradé 2e classe pour redevenir un combattant comme les autres. Nos héros s'en sortent donc, tout finit bien et le cerveau va pouvoir servir de cobaye afin de comprendre le fonctionnement des arachnides pour pouvoir les vaincre. Ainsi, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon, en vous résumant le film, je ne vous restitue que partiellement celui-ci. Déjà parce que ça reste un résumé succinct, j'ai mis de côté pas mal de choses, mais même aurais-je fait un résumé très détaillé, cela aurait été très difficile de vous transmettre toute la satire contenue dans le propos du film. Cela était déjà présent dans Robocop et Total Recall, mais Starship Troopers passe un cap et constitue même un aboutissement. Une raison parmi d'autres pour considérer que ces 3 films forment un ensemble assez cohérent. Alors bien sûr, il faut que j'éclaircisse cela, car si c'est sûrement limpide pour une bonne partie des gens ayant vu le film, il me semble quand même nécessaire d'étayer mes propos. Pour cela, je vais m'arrêter sur une scène, celle de l'inscription de Rico dans l'armée. Celui-ci se rend au bureau des recrutements avec Carmen et Carl, il se retrouve face à un militaire possédant une main cyborg, apparemment heureux d'être dans l'armée, et qui déclare fièrement à Rico, lorsque celui-ci dit qu'il veut aller dans l'infanterie mobile, « Bravo mon vieux, c'est l'infanterie mobile qui a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. » Et là il se tourne et l'angle de la caméra permet de voir qu'il n'a plus de jambes, créant forcément un décalage puisque visuellement on nous montre un homme qui n'en est plus complètement un, en un sens en tout cas, ce qui contraste beaucoup avec ce que ses paroles suggéraient. On peut bien sûr se dire, mais cet homme pense peut-être sincèrement que l'infanterie, pour des raisons de valeur, de force morale, etc., a fait de lui quelqu'un dont il peut être fier. Mais la mise en scène fait clairement contrepoint avec le propos au lieu de le soutenir. Et cette façon de faire se retrouve à travers tout le film. Il y a des actions et des dialogues allant dans un sens, et continuellement des éléments, la manière de filmer, de jouer, tel dialogue, etc., qui font contrepoint, permettant, à minima, de se questionner sur le propos qu'on nous expose. Ainsi, il y a tout un travail de multiples niveaux de lecture. Et je tiens à ce que cela soit bien clair, car c'est essentiel pour la suite de l'analyse du film. Mais pour continuer à parler de cette œuvre, et justement bien parler de ce qu'elle raconte, et du pourquoi de cette utilisation de ce que j'appelle le contrepoint par Verhoeven, j'ai besoin de revenir sur l'œuvre originale dont elle est tirée. Et cette façon de faire se retrouve à travers on va revenir sur l'éternel débat de la fidélité. Alors oui, bien sûr, et non. Car ici, c'est un cas assez particulier. Mais pour expliquer cela, j'ai besoin de vous parler du roman original. Mais même avant cela, j'ai besoin de vous présenter un minimum l'auteur, car c'est quand même un grand monsieur de la science-fiction. Et comme cette chaîne est dédiée à ce genre, il est normal que je m'attarde un minimum sur lui. Robert Anson Henley est donc né en 1907 dans le Missouri et est décédé en 1988 à Carmel by the Sea en Californie. Pour l'anecdote, c'est la ville de Clint Eastwood dont il fut même le maire. Donc Robert Henley fut un écrivain de science-fiction assez influent. Il fut l'un des premiers auteurs de SF issus des pulps, les revues bon marché populaires, à avoir été publié dans les grands magazines, dans le sens les magazines avec une certaine valeur intellectuelle, vous voyez l'idée. On le considère, avec Isaac Asimov et Arthur C. Clarke, comme faisant partie des Big Three. Il a une œuvre assez prolifique. Je peux citer Waldo, La patrouille de l'espace, Marionnettes humaines, L'enfant tombé des étoiles, Le jeune homme et l'espace, Révolte sur la lune et j'en passe. Mais bon, sa bibliographie est assez importante, je ne peux pas tout énumérer ici. Et de même, je ne vais pas pouvoir revenir en détail sur sa carrière, comme je l'ai déjà dit pour Philippe Cadic dans ma vidéo à propos de Total Recall, il faudrait une vidéo entière pour faire ça bien, donc je vais rester sur ce qui est en rapport avec le roman qui nous intéresse ici. De tout ce que j'ai pu trouver sur le sujet,
et en essayant d'être synthétique, Robert Henley est issu d'une famille au fort passé militaire, très liée à l'histoire américaine et fut même officier de l'US Navy. Mais il fut déclaré inapte à cause d'une tuberculose, l'empêchant ainsi de continuer sa carrière qui semblait prometteuse. Durant les années 50, il se retrouva plutôt en désaccord avec les mouvements anti-guerre et anti-prolifération de la bombe atomique. Disons que pour lui, il fallait clairement combattre les communistes, et il avait pour le moins un fort sentiment patriotique qu'on peut comprendre vu son héritage familial. Ainsi, il prit ouvertement des positions que nombre d'autres auteurs de science-fiction jugèrent conservatrices. Et suite à ce qu'on pourrait appeler des dissensions, il aurait alors voulu exposer clairement ses idées politiques et militaires à travers son livre Starship Troopers, qui est donc clairement un livre-réaction où il voulut exposer son point de vue. C'est donc pour ainsi dire un ouvrage politique habillé d'un récit de science-fiction. En cela, pas de souci. Il n'est pas le seul à avoir utilisé un récit pour porter sa vision du monde. Que nous allons voir ensuite a été, disons pour le moins, réinterprété par le film, justement. Il est vraiment intéressant de s'attarder dessus. Alors je ne vais pas résumer le roman. Ce serait un peu long et pas extrêmement judicieux, car il y a quand même pas mal d'éléments communs, et donc je raconterai pas mal de choses identiques inutilement. Sur une nouvelle, cela peut être pertinent, car c'est court à résumer. Pour un roman, ça risque d'être ennuyeux. Du coup, je vais plutôt faire une comparaison, pour bien comprendre la différence entre le film et le livre, car c'est cela qui est vraiment intéressant. Pour faire simple, disons que pour tout ce qui est la première partie, les deux histoires sont assez proches, si ce n'est qu'on reste avant tout concentré sur le parcours de Rico. Pour le reste, Rico suit le même schéma. Après avoir eu son diplôme, il s'engage, subit un entraînement très difficile, il est puni suite à un accident durant un entraînement, puis par combattre les ennemis extraterrestres, après que ceux-ci aient détruit Buenos Aires. S'ensuit une bataille qui est également un échec. Donc vous voyez, dans les grandes lignes, c'est très proche. Et c'est à ce moment que les changements deviennent plus importants. Dans un premier temps, il reste des similitudes, puisque ce sont des missions qui s'enchaînent. Mais là où le roman va ensuite montrer tout le parcours du personnage pour devenir un officier, avec des réflexions et des discussions sur l'engagement du citoyen et du soldat, et pas mal de passages sur les valeurs de ce monde, le film prend un autre axe et continue de suivre Rico sur le terrain. C'est cette partie qui dérive le plus entre le film et le livre. En soi, c'est un choix cinématographique assez logique, puisque finalement rien n'empêche de travailler les mêmes thèmes, mais en les mettant en action, plutôt que d'alterner des scènes de dialogue. Pour la dernière partie, les récits se rejoignent à nouveau. On se retrouve aussi avec une bataille sur la planète P où grâce également à Zim, un cerveau ennemi est capturé. Le livre finit avec Rico désormais lieutenant comme dans le film, mais pas en ayant suivi exactement le même parcours. Parmi les autres différences notables, il y a la présence dans le livre de tenues de combat high-tech qui rendent les soldats beaucoup plus performants qu'un humain lambda, ce qui est un élément intéressant plutôt bien utilisé, qui montre de manière assez réfléchie ce que pourrait donner une véritable guerre avec certaines technologies de pointe. Pour les extraterrestres, le film a mis de côté une race alliée des arachnides plutôt humanoïdes, et a extrapolé le concept insectoïde. Oui, d'ailleurs je sais qu'une araignée n'est pas un insecte, mais je pense que Neumeyer et Verhoeven n'en avaient cure. Enfin bon, disons que la base était là, et la notion de fonctionnement collectif est plutôt bien exploitée. C'est intéressant d'avoir des extraterrestres avec un fonctionnement social et cognitif différent d'une autre, même si on sent aussi la critique du communisme un peu facile par ce biais. En modifiant ces éléments qui faisaient partie des bons éléments SF du roman, le film semble pouvoir utiliser les éléments de SF uniquement comme décorum pour mieux mettre en avant sa critique politique. Là où Robocop et Total Recall, en plus d'un discours de fond politique, étaient aussi totalement portés par leur thème de science-fiction. Ici finalement, tout ce qui est science-fiction, la guerre interstellaire, les voyages intersidéraux, la télépathie, une forme de vie différente de la nôtre, et j'en passe, ce n'est pas le propos principal. Ces choix semblent donc montrer clairement la manière dont Verhoeven et Neumeyer voulaient se détacher du livre. Bon, sinon bien sûr, il y a beaucoup de différences quand on entre dans les détails, mais je vais, pour rester concis, surtout m'attarder sur le fond du livre, car c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Et pour bien expliquer cela, j'ai besoin de m'attarder sur certains éléments précis. Pour résumer rapidement le contexte, je rappelle que le récit prend place dans un futur où les démocraties sont tombées et ont été remplacées par un système autoritariste mis en place par d'anciens militaires, où par exemple les droits des citoyens sont conditionnés. Ce qui étonne au premier abord, c'est que quand on lit ce genre de récit, souvent cela nous est présenté comme une dystopie. Mais dans ce livre, ce n'est pas du tout le cas. À la lecture, c'est plutôt présenté positivement. Mais revenons au livre. Donc, à différents moments, on va s'attarder sur le système et la morale qui régissent ce monde. Et il est clair que Henley avait quelque chose à dire et qu'il s'est servi de son roman pour le faire. Alors, avant de chercher à savoir si ce qu'il voulait dire était bien ou mal, et on va même essayer de dépasser cela, attardons-nous un peu sur quelques exemples extraits du livre pour vous donner un aperçu. Un passage assez parlant est une discussion entre plusieurs personnages, dont Rico, avec Monsieur Dubois, où l'on compare justement les valeurs du monde d'avant, disons les valeurs démocratiques occidentales pour faire simple, avec les valeurs de l'époque présentées dans le récit. Comme je vais reprendre des extraits du livre, je tiens à citer le traducteur, Michael Demuth, à qui on doit énormément de traductions de livres de science-fiction. J'ai grâce à lui découvert plein de joyaux du genre, je ne peux que lui être redevable. Donc dans ce passage, Monsieur Dubois fait clairement l'apologie de la punition corporelle et se plaint qu'à l'époque, donc au temps des démocraties, on croyait couramment que le fait de frapper un enfant pouvait causer des troubles psychiques permanents. Ensuite il parle de pseudo-scientifiques qui se donnaient le titre de psychopédiatres ou d'assistants sociaux, méprisant les anciennes méthodes ayant fait leurs preuves. Il déclare quelques lignes après que l'homme n'est sans sens moral qui s'acquiert ensuite par l'éducation, par l'expérience, par l'esprit, avant de poursuivre en déclarant que le sens moral n'est qu'un produit de l'instinct de survie. Toujours à la suite, il déclare «
toute théorie morale scientifique doit avoir pour origine l'instinct de survie individuel et rien d'autre. Et il rajoute qu'aujourd'hui une telle théorie existe et qu'elle peut développer une éthique pour toute relation extra-humaine. Et il donne une citation censée illustrer tous les problèmes moraux: « Il n'est pas d'amour humain plus grand que celui de la chatte mourant en défendant ses chatons. » La base de toute moralité est le devoir. Il ne s'est trouvé personne pour parler de devoir à ces jeunes garçons d'une façon qu'ils auraient pu comprendre, c'est-à-dire en tapant un peu. Non, la société à laquelle ils appartenaient ne cessait de leur parler de leurs droits. Ensuite, pour donner un autre exemple, même la déclaration d'indépendance des États-Unis en prend pour son grade, c'est pour dire. Alors oui, c'est du premier degré. Perso, quand j'ai lu le roman, j'étais très perplexe, on va dire. Surtout qu'il est parsemé de cette philosophie. Alors forcément, résumé ainsi, je prétends pas faire un compte-rendu fidèle de l'œuvre. Ça caricature forcément un peu. Mais il fallait bien que je donne quelques exemples pour vous faire comprendre pourquoi cette œuvre a depuis longtemps une réputation sulfureuse. Et parce que malgré tout, c'est ce qui en constitue l'âme, si je puis dire. Alors qu'on s'entende bien. Vouloir faire passer des idées quand on fait un récit, c'est normal. Et j'ai envie de dire quelle que soit l'idée. Je suis assez ouvert sur la question. En ce qui me concerne, et je pense que cela a dû provoquer la même réaction chez d'autres personnes, c'est plutôt la manière dont il s'y est pris qui m'a gêné. Souvent, la plupart du temps même, un auteur essaye de raconter une histoire où l'idée sous-jacente s'impose d'elle-même. Alors forcément, ça fait que l'idée n'est pas forcément complètement transmise, mais disons que c'est plutôt ce schéma qu'on trouve utilisé. Dans Starship Troopers, on peut dire que Henley ne prend pas de gants. Il avait une idée très claire, et il n'était pas question que son lecteur passe à côté, et du coup, même s'il y a de bonnes idées annexes à côté, son récit est quand même avant tout là pour servir ce leitmotiv, au risque que cela soit tellement flagrant que le roman sera souvent critiqué pour cela. Bon, après il faut avouer qu'au-delà d'avoir peut-être manqué de subtilité, il n'a pas non plus pris le choix le plus facile. Je peux comprendre tout à fait la vision d'Henley. J'avoue ne pas la partager. Mais j'ai plutôt tendance à penser qu'un auteur doit être plutôt libre dans les thèmes qu'il aborde, et après à nous, les lecteurs, les critiques, de donner notre avis et d'en discuter, d'aimer ou de ne pas aimer, d'encenser ou de critiquer. Mais forcément, mettre en avant un système militariste prônant l'éducation sévère et caricaturant, pour le moins, le monde démocratique et moderne, même si on doit comprendre que cela se passe à l'intérieur d'un récit imaginaire, d'une proposition dans une situation particulière, il n'est pas étonnant que cela provoque certaines réactions. Et pour ceux qui penseraient qu'encore une fois on ne peut rien dire, cela fait des décennies que le roman de Henley et certains de ses points de vue ont été critiqués, même par ses collègues et amis du milieu de la SF. Et j'en profite d'ailleurs pour revenir sur le titre français, qui est celui de la première traduction de 1959, et c'est quand même assez parlant de la manière dont le traducteur et ou l'éditeur perçurent le roman pour lui donner un titre, j'ai envie de dire, très clair sur quoi s'attendre. Enfin voilà, ce roman, on a très vite compris de quoi il parlait. Alors peut-être exagérément, mais on va dire que c'est pour le moins significatif. Était-ce d'ailleurs vraiment la pensée de Robert Henley? Était-il si imprégné de manichéisme pro-militaire et d'un sentiment si exacerbé d'impérialisme, voire de totalitarisme? Alors je vais être franc, je connais peu Henley. C'est l'un des auteurs de SF que j'ai le moins lu. Donc, je ne me référerai pas à mon avis personnel pour juger si Starship Troopers reflète complètement sa philosophie personnelle. Mais forcément, j'ai fait des recherches, et il avait clairement des idées très personnelles, on va dire, sur la morale. On peut trouver facilement des déclarations totalement en accord avec ce qu'on trouve dans Starship Troopers, et on trouve aussi des choses plus nuancées. Donc on va dire c'est ambigu. Et j'espère avoir un jour le temps d'explorer mieux le sujet. Mais donc, on va ici éviter d'extrapoler trop sur Henley, et rester sur ce que raconte le roman, qui expose un monde avec certaines valeurs, on va dire. Et j'imagine facilement la réaction de Neumier à sa lecture, dont on peut voir avec Robocop que ses thèmes à lui sont assez éloignés de cela, voire plutôt opposés. Et ainsi, le film prend le récit de Henley à contre-courant. Et ce n'est pas une parodie, ce n'est pas un pastiche. C'est plutôt un peu comme si Verhoeven et Neumier s'étaient dit « Ok, Henley semble considérer certaines valeurs comme plutôt positives, alors allons-y franchement, et on va appliquer cela à la lettre pour bien en faire ressortir l'absurdité. » Alors oui, forcément, ça demande, ou ça espère, que le spectateur a les clés pour comprendre cela. Il faut en quelque sorte une complicité avec lui. Et il semble bien, hélas, que même des critiques américains, pourtant censés avoir la culture pour comprendre cela, n'en aient pas été capables. C'est assez triste, je l'avoue. Je reviens à ce que je disais plus haut, sur le fait que le film dépasse la question de la fidélité. Parce que finalement, le film n'est pas vraiment infidèle au roman. Il nous montre, en la prenant presque à la lettre, la société décrite dans le roman de Henley, et l'histoire reste assez proche. La vraie différence, c'est qu'il pousse le spectateur à ne pas prendre simplement ce qui lui est présenté pour argent comptant, pour prendre une bonne vieille expression mais ringarde. Et là, ça n'a pas vraiment fonctionné aux USA, où on l'a rejeté d'un côté en pensant qu'il faisait l'apologie d'un totalitarisme et ou parce que son côté satirique a déconcerté un public habitué à des récits au premier degré, tandis qu'en Europe, on a salué justement son second degré et sa satire d'un monde totalitaire. Ce qu'on peut remarquer en tous les cas, c'est que finalement peu de personnes se sont dit « Ah mais c'est vraiment génial ce monde, voici l'utopie dans laquelle j'ai envie de vivre ». Je ne dis pas que personne n'a perçu le film ainsi, mais ça semble minoritaire. Pour autant, le récit que nous proposent Verhoeven et Neumier est loin d'être simple dans le sens où il devrait être interprété d'une manière et c'est tout. Après tout, le film reste assez esthétique, prenant. Les personnages sont rarement simplement antipathiques. Ils sont plutôt caricaturaux pour certains. Et encore souvent, ce sont plutôt des personnages too much que vraiment détestables. Si on prend simplement notre protagoniste Rico, il ne fait rien de bien répréhensible. Il croit en certaines valeurs, et encore au début il est plutôt entraîné par un système qu'autre chose. Et finalement il veut un peu faire comme ses amis. C'est au fur et à mesure qu'il progresse dans le système militaire qu'il en est imprégné.
Puisque c'est devenu sa vie, c'est assez logique qu'il partage de plus en plus ses valeurs, sans pour autant qu'il ait perdu tout esprit critique. Déjà, il veut démissionner après sa punition corporelle, et ce qui le fait changer d'avis est compréhensible, et ensuite il reste assez conscient que les troupes au sol sont avant tout de la chair à canon. En soi, Rico et nombre de personnages de ce film ont certainement les meilleures intentions du monde. Mais justement, c'est une chose que le récit veut nous rappeler, c'est que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et qu'il est facile, sous prétexte de protéger son peuple par exemple, d'avoir ainsi les meilleures excuses pour exterminer autrui et de faire disparaître les valeurs démocratiques, ou d'autres valeurs humanistes sous prétexte de nécessité. Alors arrêtons-nous un peu sur la manière dont les arachnides sont totalement déshumanisées. Alors oui, forcément, elles sont très loin d'être humaines. Mais il est flagrant que jamais dans le récit, les personnages en parlent comme d'êtres sensibles avec une conscience. La propagande est même claire, ce ne sont que des insectes, ou plutôt des choses. Les tuer, c'est se débarrasser de quelque chose de gênant, et c'est tout. Au point que même quand les humains entrent en contact avec un ennemi clairement très évolué d'un point de vue cognitif, ils soient également totalement considérés comme une chose, tout juste bon à devenir un cobaye de laboratoire. Et tout cela n'est pas innocent, bien sûr, cette absence totale d'empathie envers l'ennemi, que nous partageons nous-mêmes spectateurs, est là pour symboliser ce qui se passe réellement dans les conflits. La déshumanisation de l'ennemi est un moyen efficace pour rendre plus facile sa mise à mort. Les arachnides symbolisent parfaitement cet ennemi qui n'est qu'une chose envers laquelle il n'est pas question d'avoir le moindre sentiment. Et c'est un thème, parmi plein d'autres, sur lequel le film travaille ainsi en sous-texte, évitant de nous imposer son avis par un simple discours, justement. Un autre élément intéressant, qui montre tout le travail fait par rapport au livre pour ne pas simplement, et bêtement j'aurais envie de dire, nous en faire une critique au premier degré, est la place des femmes. Si le but pour Verhoeven et Neumeyer avait été de prendre totalement à contre-pied le récit de Henley, pourquoi n'en aurait-il pas fait de même avec le fait que les femmes se retrouvent les égaux des hommes dans de nombreux domaines? Alors, il faut savoir que Henley était marié à Virginia Gerstenfeld, chimiste, athlète accompli, et qui avait dans la marine un grade supérieur à celui de son mari. Donc voilà, sur ce point pour lui, pas de souci, une femme pouvait être l'égale d'un homme, comme quoi justement, il n'était pas bêtement conservateur sur tous les sujets. J'ai forcément revu le film pour faire cette vidéo, et à aucun moment je n'ai vu de cynisme ou de second degré dans la manière dont les femmes étaient montrées, disons, compétentes dans leur domaine. Carmen est montrée prétentieuse avec un gros ego, mais c'est une critique de sa personnalité, pas de son sexe. Pareil pour Dizzy et les autres femmes que l'on voit parmi les militaires. Leurs qualités et leurs défauts n'ont rien à voir avec leur sexe. Tout au long du film, on croise des femmes à des postes importants. Il n'y a aucune ironie sur cela. Et pour ceux qui pourraient se dire « Oui, c'est la mode de mettre les femmes en avant », déjà, c'est mal connaître Verhoeven d'imaginer qu'il va suivre la tendance, et de toute manière, c'est dans le roman et le film date de 1997, donc ça n'a rien à voir. Ainsi, vous le voyez bien, le film n'est pas simplement une opposition au livre de Henley. Il nous expose plutôt une situation nous proposant de ne pas être simple spectateur, ce que fait d'ailleurs Verhoeven dans nombre de ses films. D'ailleurs, en parlant de ce qui fait la patte Verhoeven, c'est l'occasion d'évoquer les spots TV internet qui parcourent le film, déjà présents dans Robocop, et aussi un peu dans Total Recall, même si c'était moins mis en avant et moins sarcastique. Ici, ils reprennent une place primordiale, ouvrant et terminant le film. Le ton ironique de Verhoeven y fait merveille, par ce côté trop parfait pour être honnête, il nous montre l'absurde de ce monde tellement convaincu de sa perfection. Il joue avec la capacité de la mise en scène à pouvoir glorifier n'importe quoi. Tout cela est aussi bien sûr un évident rappel de la propagande du Troisième Reich. J'en profite d'ailleurs pour rappeler, si c'est nécessaire, que le film est parcouru de références à cette période de l'histoire. Voici donc comment, avec ce film, Paul Verhoeven a su exploiter les thèmes et les codes de la science-fiction pour proposer une œuvre riche par ces thèmes qui, au contraire de l'œuvre dont il s'inspire, ne nous propose pas simplement d'accepter un narratif sous prétexte qu'il serait bien habillé. À l'opposé, plutôt en accord avec les récits de science-fiction qui aiment faire réfléchir leur lecteur avec plusieurs niveaux de lecture, tout en ne reniant pas un récit prenant, Starship Troopers nous propose de ne pas être simple spectateur, ce qui bien sûr fait de ce film une œuvre riche et passionnante à revoir. Et la démonstration de sa réussite en ce domaine est que s'il fut un échec commercial à sa sortie, on continue aujourd'hui à l'apprécier pour sa mise en scène et à discuter de son sous-texte, ce qui est peut-être finalement ce qui pouvait arriver de mieux à cette œuvre, qu'elle soit pourvoyeuse de réflexion. Voilà pour Starship Troopers seul. Maintenant, pour clôturer cette vidéo, je vais revenir sur l'ensemble que forment, indirectement, Robocop, Total Recall et Starship Troopers. Bien sûr, j'en profite pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de les inciter à voir mes vidéos sur ces deux superbes films. Bien qu'officiellement aucun de ces films ne soit la suite de l'autre, ils se répondent, et rien n'empêche finalement de voir chacun comme faisant partie du même univers. Robocop nous montre ainsi notre monde commençant à être sérieusement abîmé par une idéologie radicale, Total Recall continuant de nous montrer le résultat d'un système capitaliste autoritaire, nous faisant quitter la Terre durant le récit, se permettant en plus d'être une parabole sur les notions de réalité, tandis que Starship Troopers montre un système qui a fini par s'écrouler, remplacé par un régime totalitaire aux principes militaires qui désormais s'exportent au-delà du système solaire. Les trois films présentent des systèmes se radicalisant, ou déjà radicalisés avec une maxime essentialiste, que ce soit le patriotisme, le libéralisme, etc. À chaque fois, on y montre clairement, parfois en caricaturant assez fortement, l'absurdité d'une idéologie sans nuance, et ainsi au fil des récits, la place de l'individu ne cesse d'être questionnée. Ce sont à chaque fois des détournements, des films d'action qui sont autre chose. Avec Total Recall, on peut même douter de l'histoire qui nous est racontée. Ainsi, à travers ces trois œuvres, en cinéaste accompli, Verhoeven ne cesse de jouer avec les codes d'un art qu'il maîtrise parfaitement associé aux codes d'un genre qu'il n'a pourtant découvert qu'avec Robocop. Et peut-être cela fut sa force d'y apporter un regard neuf quand il se rendit compte de la force symbolique, parabolique, métaphorique offerte par la science-fiction. Ainsi, ce triptyque de films est devenu un exemple de film de science-fiction
où à la fois le fond et la forme montrent ce qu'on peut accomplir de qualité quand on comprend tous les potentiels de ce genre, nous amenant ainsi 3 œuvres qui sont de magnifiques films agréables à regarder, mais qui à chaque fois nous offrent bien plus que l'exaltation offerte par l'action et une mise en scène efficace. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est ce que j'aime dans la science-fiction. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, surtout commentez, likez, et abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Bye bye.